À 3h17 du matin, le porte-avions USS Theodore Roosevelt avançait dans les eaux noires du golfe d'Oman, tout feu réduit, son pont d'envol baignant dans une lueur rouge à peine perceptible sous le ciel nocturne. Autour d'elle, ses navires d'escorte se déployaient comme des ombres d'acier. La mer était calme, trop calme. Sur la passerelle, le porte-avions maintenait une vitesse constante, traçant un sillage blanc et net dans l'obscurité. Sur le pont, aucun projecteur n'était allumé. Aucun trafic radio superflu ne traversait les ondes. Chaque appareil arrimé au pont d'envol reposait sous un éclairage réduit, ailes repliées, tandis que les équipes d'armement se déplaçaient prudemment entre les points d'ancrage et les lignes de sécurité. Puis, sous la surface, quelque chose a changé. À bord du destroyer de tête de classe Harley Burke, chargé de protéger le flanc bâbord arrière du porte-avions, un opérateur sonar s'est penché en avant sur son siège. Une trace ténue venait d'apparaître sur l'écran du sonar passif. Basse fréquence, intermittente, relèvement 286 degrés, profondeur inconnue. Au premier regard, cela ressemblait à un simple parasite. Le golfe d'Oman en est saturé. Trafic marchand, relief sous-marin, couches thermiques, bruit de hélices lointaines qui rebondissent dans l'eau comme des échos fantômes. Mais ce signal-là était différent. Il avait un rythme. Pas fort, pas rapide, juste assez régulier pour que l'opérateur retienne son souffle un instant. Il l'a consigné. Contact sous-marin possible. Relèvement 286 degrés. Écho faible. Classification inconnue. Dans le centre d'information de combat, personne n'a réagi de façon spectaculaire. Ce n'est pas ainsi que fonctionne un navire de guerre américain. Aucun cri, aucune panique. Seulement des têtes qui se tournent vers les écrans, des doigts qui parcourent les consoles, des officiers qui vérifient l'heure, le relèvement, la vitesse et le niveau de confiance. 37 secondes plus tard, un deuxième contact est apparu, venant du sud-est, puis un troisième. Pendant un instant, la salle s'est figée dans ce silence particulier que seul un navire de guerre peut produire. Les radios continuaient de grésiller, les bouches d'aération de bourdonner, les consoles de cliqueter, mais chacun dans cette pièce comprenait la forme qui se dessinait sur l'écran tactique. 3 contacts immergés, 3 relèvements différents, tous se rapprochant lentement du groupe aéronaval. L'officier d'action tactique s'est approché de l'écran. Mettre à jour toutes les pistes, croisées avec l'image de surface. Or, l'image de surface était vierge. Aucun bateau de pêche, aucun trafic marchand près de ces relèvements, aucun sous-marin allié annoncé dans cette zone, aucun exercice programmé, aucune balise, aucun transpondeur, aucune raison pour que 3 contacts sous-marins convergent vers un porte-avions américain à 3 heures du matin. Un message a filé instantanément sur le réseau du groupe aéronaval. Sous-marin hostile possible détecté. Le centre d'information de combat du Theodore Roosevelt a reçu l'alerte en quelques secondes. Au cœur du navire, derrière des couches d'acier, les officiers de renseignement et de veille commençaient à reconstituer la même image sous un autre angle. Le porte-avions, lui, n'a pas viré, pas encore. C'était la première règle, ne jamais montrer de crainte, ne jamais surcorriger, ne jamais donner à l'adversaire la preuve que son ombre a modifié votre trajectoire. Mais dans toute la formation, le bouclier a commencé à se resserrer. Un destroyer a infléchi sa route de 5 degrés vers tribord. Un autre a ajusté sa vitesse pour couvrir l'arrière du porte-avions. Un croiseur, au centre du dispositif, a activé pleinement ses capteurs. Les émissions électroniques restaient contrôlées, délibérées, mesurées. Le groupe aéronaval ne se réveillait pas, il s'aiguisait. À 3h19, le premier contact a légèrement changé de vitesse, à peine un demi-nœud d'augmentation, puis de nouveau stable. Ce détail en disait plus à l'équipe de veille qu'un sprint spectaculaire n'aurait jamais pu le faire. Une baleine n'ajuste pas sa vitesse en réaction à la formation d'un navire de guerre. Une zone de bruit océanique ne conserve pas un relèvement constant. Un objet à la dérive ne se déplace pas comme s'il obéissait à un plan. C'était un mouvement contrôlé, un mouvement humain, un mouvement militaire. Le commandant de la lutte anti-sous-marine a pris la parole sur le circuit, la voix plate et froide.
Passé en condition 1. Lutte anti-sous-marine. Sur les navires d'escorte, les marins se sont mis en mouvement avec une précision d'exercice. Les équipes sonars sont passées de la surveillance de routine à l'état de poursuite active. Les systèmes de défense anti-torpilles ont été vérifiés. Le matériel de leurre a été préparé. Les équipages d'hélicoptères ont été réveillés et dirigés vers les postes de vol. Sur le porte-avions, les manutentionnaires dégageaient les allées du pont à coups de signaux manuels et de baguettes rouges agitées comme des ombres dans le vent. Aucune annonce n'a prévenu l'équipage du danger. Ils l'ont senti. La masse du porte-avions continuait d'avancer, mais sous elle, l'océan était devenu un champ de bataille invisible. À 3h21, l'antenne remorquée du destroyer a capté une trace plus nette venant du contact nord. Une hélice tournant lentement, une signature possible de moteur diesel électrique, discrète mais pas invisible. Le genre de signature qui pourrait appartenir à un sous-marin iranien compact, naviguant prudemment sur batterie, cherchant à rester sous la couche thermique et dans le bruit ambiant de la mer. L'estimation de distance est tombée, 32 000 nautiques. En maintenant cap et vitesse, ce contact atteindrait une portée de tir possible en moins d'une demi-heure. L'officier d'action tactique a répété le chiffre, non pas parce que quelqu'un l'avait manqué, mais parce que certains chiffres ont un poids particulier. 32 000 nautiques. Temps avant la zone de danger, 26 minutes. À bord du Theodore Roosevelt, le commandant se trouvait déjà dans le centre de direction de combat. L'amiral se tenait derrière l'écran principal, immobile, les yeux rivés sur les 3 contacts qui l'entouraient. Autour de lui, les officiers reconstituaient la géométrie de la menace. Un sous-marin en approche par bâbord, un autre s'inclinant vers l'arrière, un troisième plus profond, plus lent, resté en retrait comme un guetteur, attendant que les 2 autres forcent le porte-avions à virer. Ce n'était pas une rencontre fortuite, c'était un schéma d'embuscade. Les Iraniens n'étaient pas arrivés en force, ils étaient venus discrètement, patiemment, exploitant l'obscurité, la température de l'eau et la taille même du porte-avions contre lui. Un porte-avions est puissant, mais il est aussi immense. Il ne peut pas se cacher, il ne peut pas s'arrêter rapidement. Il ne peut pas esquiver comme une vedette. C'est pour cela qu'il ne navigue jamais seul. À 3h23, le premier hélicoptère Seahawk a été autorisé au décollage. Ses pales ont commencé à tourner sur le pont du destroyer, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, découpant l'air nocturne en pulsations dures. L'équipage portait des lunettes de vision nocturne. L'opérateur de capteur chargeait déjà le premier schéma de recherche sonar. L'hélicoptère a décollé dans l'obscurité, inclinant sa trajectoire au ras de l'eau. En dessous, les 3 contacts continuaient de se rapprocher. Puis le destroyer est passé en mode actif. Un ping sonar a frappé l'océan noir. Le son s'est propagé dans l'eau plus vite qu'aucun avertissement, a heurté du métal, s'est dispersé, puis est revenu. Sur l'écran, les traces ténues se sont durcies. 1, 2, 3. L'opérateur sonar a regardé l'écran et prononcé, avec le calme d'un homme confirmant exactement ce que tout le monde redoutait déjà. Contact sous-marin multiple confirmé. 3 pistes convergeant vers la formation. Personne, du côté américain, n'a ouvert le feu. Personne n'en avait besoin, pas encore. Car à cet instant précis, l'embuscade avait déjà échoué dans son premier objectif. Les sous-marins n'étaient plus des fantômes, et l'USS Theodore Roosevelt ne se contentait plus de traverser le golfe d'Oman. Elle était traquée. Mais désormais, les chasseurs avaient été repérés. À 3h24, le groupe aéronaval a cessé de se déplacer comme une simple formation pour se comporter comme un bouclier. Le Theodore Roosevelt maintenait son cap dans le golfe d'Oman. Mais autour de lui, les escortes se réajustaient par degrés, non par mille. C'était là toute la discipline de la manœuvre. Pas de virage brusque, pas de panique visible. Aucun geste qui aurait pu révéler aux sous-marins que les Américains tâtonnaient. Car à l'intérieur des centres d'information de combat, plus personne ne tâtonnait. 3 contacts sous-marins étaient confirmés. Un sur l'arrière-bâbord, un s'inclinant derrière la formation, un plus profond, plus lent, restant à l'écart du schéma comme s'il attendait que les 2 premiers créent une ouverture. Sur l'écran tactique,
La géométrie était inquiétante. Le premier sous-marin iranien approchait par l'ouest, lent et silencieux, utilisant l'ombre acoustique du porte-avions lui-même pour masquer son approche. Le second travaillait vers l'arc arrière, la zone la plus vulnérable d'un grand porte-avions lors d'un virage forcé. Le troisième était descendu plus bas, évoluant près de la limite de la couche thermique, presque comme s'il observait la réaction américaine avant de décider du moment de s'engager. Ce n'était pas un mouvement aléatoire, c'était une pression coordonnée. Le commandant de la lutte anti-sous-marine étudiait l'écran depuis le centre d'information de combat du destroyer, une main posée près de la console, les yeux fixés sur les lignes de relèvement qui se resserraient lentement autour du Roosevelt. Le contact 1 tient sa position, le contact 2 manœuvre, le contact 3 reste en profondeur. Personne n'avait besoin qu'il ajoute la suite. Ils essayaient de fragmenter l'écran de protection. Le plan iranien devenait limpide. Pousser un sous-marin vers le flanc bâbord du porte-avions. Forcer une escorte à s'écarter pour enquêter. Utiliser le deuxième sous-marin pour menacer l'arc arrière. Garder le troisième caché comme le véritable danger, attendant une brèche dans l'anneau protecteur. Une vieille idée, actualisée avec une patience moderne. Ne pas attaquer directement le porte-avions, attaquer la formation qui l'entoure. À 3h26, la passerelle du Roosevelt a reçu la mise à jour tactique. Le commandant n'a pas ordonné de virage. L'amiral n'a pas autorisé l'ouverture du feu. Le groupe aéronaval est resté calme, parce que le calme est une arme, quand l'autre camp cherche à provoquer une réaction. « Maintenir le cap », disait l'ordre. Écran anti-sous-marin renforcé. Ne pas s'étirer. Dans toute la formation, les destroyers ont de nouveau ajusté leur position. L'un a avancé pour élargir la couverture sonar. Un autre a légèrement réduit sa vitesse pour améliorer le rendement de son antenne remorquée. Le croiseur est resté proche de l'axe central du porte-avions, maintenant l'image de défense aérienne, pendant que les destroyers se concentraient sous la surface. La mer, en surface, paraissait vide. En profondeur, l'étau se resserrait. Sur le pont du premier destroyer, le Seahawk volait bas au-dessus de l'eau, feu de navigation atténué, équipe de capteurs déjà connectés au réseau du groupe aéronaval. La mission de l'hélicoptère était simple en théorie et brutale dans l'exécution. Placer des capteurs là où les navires ne pouvaient pas aller, larguer des bouées sonars devant les contacts et transformer l'océan noir en carte lisible. La première bouée a touché l'eau à 3h27, puis la deuxième, puis la troisième. De petits éclaboussements disparaissaient dans la nuit, mais sur les écrans, à bord de l'hélicoptère comme à bord du destroyer, l'océan commençait à parler. Chaque bouée écoutait depuis une position différente. Chacune ajoutait une couche de vérité acoustique. Le premier retour était faible, le deuxième plus net. Le troisième a capté une pulsation mécanique lente venant du contact ouest. Une rotation d'arbre, une pompe, un sous-marin qui s'efforçait de ne pas ressembler à un sous-marin. L'opérateur de capteur l'a aussitôt signalé. Bouée 3, bruit de machinerie probable, relèvement cohérent avec le contact 1. La classification a changé. Sous-marin possible est devenu sous-marin probable, probablement hostile. Sur le pont du Theodore Roosevelt, les équipes continuaient de travailler sous éclairage rouge. Les appareils restaient arrimés, mais les équipages d'alerte se tenaient désormais près des avions prêts à décoller. Sous le pont, les soutes demeuraient verrouillées. Les équipes de lutte contre les avaries ont rejoint leurs postes assignés. Personne ne courait. Courir gaspille de l'énergie. La marine américaine entraîne ses marins à se déplacer vite sans en avoir l'air. À 3h29, le contact 2 a changé de cap, seulement 5 degrés, mais cela suffisait. Le sous-marin qui suivait l'arrière avait réagi à l'ajustement de l'écran américain. Il s'est décalé vers l'extérieur, cherchant à rester hors de l'angle sonar optimal du destroyer, tout en maintenant la pression sur l'arrière du porte-avions. Ce léger virage a révélé quelque chose d'important aux Américains. Les Iraniens observaient la formation en temps réel. Ils ne dérivaient pas vers le danger. Ils le choisissaient. Le commandant de la lutte anti-sous-marine a pris le circuit. Il manœuvre pour échapper à notre écran, tenir la discipline, ne pas poursuivre.
C'était là le piège. Un chasseur de sous-marins veut fondre sur sa cible. Un commandant de destroyer veut foncer sur le relèvement, forcer la cible à fuir, la faire devenir bruyante. Mais si une escorte se lançait après le contact 2, un espace s'ouvrirait près du porte-avions. Si une autre se dirigeait vers le contact 1, le troisième sous-marin pourrait trouver un couloir. Alors les Américains ont fait quelque chose de plus dangereux encore pour le plan iranien. Ils ont refusé de se laisser disperser. À 3h30, le Seahawk a largué une nouvelle ligne de bouée devant le contact 2. Le dispositif formait une barrière, pas une poursuite. Un mur d'écoute posté sur la trajectoire probable du sous-marin. Le destroyer n'a pas chassé le contact. Il a fait venir le contact vers les capteurs. Puis le contact 3 a disparu. Pas affaibli, pas atténué, disparu. Dans le centre d'information de combat, toutes les têtes se sont relevées. Contact 3 perdu. Le sous-marin le plus profond avait glissé sous la couche thermique, utilisant le changement de température de l'eau pour dévier le son loin des capteurs américains. Pendant quelques secondes, l'écran n'a plus montré que 2 menaces. C'est à ce moment que la salle s'est glacée, car le sous-marin manquant n'était pas le moins dangereux. C'était celui resté en retrait, celui qui n'avait pas encore révélé tout son mouvement, celui positionné comme une lame derrière les 2 autres. Le commandant de la lutte anti-sous-marine a ordonné l'autorisation de recherche active sur le champ de bouée sud, sans délai, sans débat. L'écoute passive avait fait son travail. Il fallait maintenant forcer le bâtiment caché à répondre. À 3h31, la première impulsion active a frappé l'eau. Ping! Le son a roulé dans l'obscurité, traversé la couche thermique, parcouru le vide noir, puis est revenu vers les récepteurs qui attendaient. Le retour est arrivé fragmenté, mais réel. Le contact 3 était toujours là, plus profond qu'avant, plus proche qu'avant, et désormais orienté vers la trajectoire projetée du Roosevelt. Avant que quiconque puisse parler, un autre son a traversé le flux sonar, bref, métallique, mécanique. L'opérateur sonar s'est figé une demi-respiration, puis a marqué l'enregistrement et l'a transmis immédiatement dans la chaîne de commandement. C'était le genre de son que chaque équipe anti-sous-marine s'entraîne à reconnaître. Une porte, un tube, un système d'armes en préparation d'ouverture. Le rapport a atteint le circuit quelques secondes plus tard. Transitoire possible d'ouverture de tube lance-torpille. Contact sud. Je répète, transitoire possible de tube lance-torpille. À bord du Theodore Roosevelt, l'amiral a regardé l'écran tactique. 3 sous-marins avaient tenté d'encercler un porte-avions américain dans l'obscurité. Désormais, l'un d'eux se préparait peut-être à tirer, et la marine américaine disposait de quelques minutes à peine pour empêcher l'embuscade de se transformer en coup mortel. À 3h33, le mot a traversé le circuit du groupe aéronaval comme une lame dans l'air froid. Transitoire de torpille possible. Personne, à bord de l'USS Theodore Roosevelt, n'a rien vu. Aucun éclair à l'horizon, aucune explosion, aucun ennemi visible, seulement de l'eau noire, des lumières rouges sur le pont et un porte-avions qui continuait d'avancer dans le golfe d'Oman, tandis que quelque chose, sous la surface, avait peut-être déjà franchi la ligne entre la surveillance et l'attaque. Dans le centre d'information de combat, l'écran tactique s'est encore mis à jour. Contact sud. Relèvement 168 degrés. Distance en diminution. Préparation d'armes possible. L'amiral n'a pas élevé la voix. Confirmer la piste. Déployer les contre-mesures. Amener le porte-avions 5 degrés sur la droite. Maintenir la vitesse. L'ordre était chirurgical. Un virage de 5 degrés ne semble pas spectaculaire de l'extérieur. Sur un navire de la taille du Theodore Roosevelt, il est presque invisible. Mais en lutte anti-sous-marine, 5 degrés peuvent tout changer. Cela peut compliquer une solution de tir. Cela peut forcer un sous-marin à recalculer. Cela peut transformer un tir propre en un problème insoluble. Sur l'escorte bâbord, l'équipe de défense anti-torpille du destroyer était déjà en mouvement. Le système de leurre remorqué a été déployé derrière le navire, projetant du bruit dans l'eau, imitant une cible plus grande, plus attirante. Il n'était pas là pour impressionner. Il était là pour mentir de façon convaincante à la tête chercheuse d'une torpille.
Si quelque chose avait été tiré, le leur devait être plus bruyant que le porte-avions, plus séduisant que le porte-avions, plus crédible que le porte-avions. À 3h34, le premier Seahawk est descendu plus bas au-dessus de l'eau noire. L'appareil planait juste au-dessus de la crête des vagues, le souffle de son rotor déchirant des motifs blancs à la surface. À l'intérieur, l'opérateur de capteur regardait le tracé du contact se resserrer et a choisi le point de largage suivant. Déploiement d'une bouée active, un petit cylindre est tombé de l'hélicoptère et a percuté l'océan. Quelques secondes plus tard, il s'est activé. Ping! Le son a plongé dans l'eau, heurté la couche thermique, s'est dévié, dispersé, puis est revenu en fragments. Le premier retour n'était que du bruit. Le deuxième, plus net. Le troisième leur a donné quelque chose de réel. Un objet en mouvement à profondeur moyenne, ni un leurre, ni un animal marin, un sous-marin. L'équipage du Seahawk a marqué le retour et l'a transmis instantanément par liaison de données. À bord du destroyer, le commandant de la lutte anti-sous-marine a vu le contact sud se préciser à l'écran. La classification a de nouveau évolué. Sous-marin hostile probable. Le porte-avions a ajusté sa route de 2 degrés supplémentaires. Toujours pas de panique, toujours aucune arme relâchée. Mais le groupe aéronaval avait complètement changé de posture. Le Roosevelt n'était plus seulement protégé par des navires. Il était protégé par une machine à plusieurs couches. Des destroyers en surface, des hélicoptères dans les airs, des antennes sonars dans l'eau et un réseau de données invisibles reliant tout cela plus vite qu'aucune voix humaine n'aurait pu le faire. Puis l'opérateur sonar a capté un second son, rapide, linéaire, s'éloignant du contact sud. Pendant 2 secondes, tous les hommes présents dans la salle sonar se sont penchés vers l'audio. Cela aurait pu être un leurre. Cela aurait pu être une arme. La différence comptait plus que tout au monde à cet instant. Objet possible dans l'eau, relèvement changeant, vitesse en augmentation. Le commandant de la lutte anti-sous-marine a tranché. Traité comme torpille possible. Exécuté le plan d'évitement. Le destroyer le plus proche a viré si fort que l'étrave projetait des embruns, coupant l'axe de la menace, se plaçant entre la trajectoire présumée de l'arme et le cap projeté du porte-avions. Son propre leurre traînait derrière lui, hurlant dans l'eau. La manœuvre était délibérée et dangereuse. Un destroyer est construit pour prendre ce risque. Un porte-avions ne l'est pas. Sur le pont d'envol du Roosevelt, les équipes se sont accroupies tandis que l'inclinaison du pont changeait légèrement sous leurs bottes. Les chaînes se sont resserrées autour des pneus des avions. Les équipes d'armement, chemises rouges, se sont figées sur place jusqu'à ce que le mouvement se stabilise. Sur l'îlot, les officiers de veille suivaient les escortes à travers les optiques de nuit et les répétiteurs radars. Personne n'avait besoin d'explication. Chacun savait ce qui se passait. Quelque chose, sous la surface, venait de forcer tout le groupe aéronaval à manœuvrer. À 3h36, la trajectoire de la possible torpille s'est infléchie. Le leurre fonctionnait, ou bien le contact n'avait jamais été une véritable torpille. Cette incertitude n'a rassuré personne. La marine américaine ne survit pas en supposant le meilleur scénario. Elle survit en se préparant au pire et en prouvant qu'il ne s'est pas produit. Le Seahawk a immergé son sonar trempé dans l'eau. Le câble a filé dans l'obscurité. L'hélicoptère maintenait un vol stationnaire stable, luttant contre le vent, les embruns et les vibrations du rotor pendant que la tête sonar descendait sous la surface. Puis est venue l'impulsion active. Ping! Le retour a frappé fort. Le sous-marin du Sud avait changé de profondeur et viré vers l'est, tentant de se glisser sous l'ombre acoustique du sillage du porte-avions. C'était une manœuvre intelligente. Trop intelligente pour être ignorée. L'opérateur de capteur du Seahawk l'a suivi sur 2 nouvelles impulsions. Le contact manœuvre, vitesse en augmentation, évasion possible. Ce fut le moment où l'embuscade a commencé à se retourner. Jusque-là, les Iraniens avaient choisi les angles. Ils avaient été patients, silencieux, coordonnés. Mais désormais, l'un d'eux réagissait. Et quand un sous-marin réagit, il fait des choix. Quand il fait des choix, il fait du bruit.
Quand il fait du bruit, la marine américaine commence à en tirer une empreinte. À 3h38, l'avion de patrouille maritime P-8 Poséidon est arrivé haut au-dessus de la zone. Personne en surface ne pouvait le voir dans l'obscurité, mais sa présence a transformé toute la traque. L'appareil a commencé à poser un champ de bouées sonar devant le mouvement iranien, enfermant le sous-marin par le haut pendant que les destroyers se resserraient sur les côtés. Chaque bouée devenait une oreille supplémentaire, chaque retour, une ligne de plus. Chaque ligne réduisait l'espace disponible dans l'eau. Le deuxième sous-marin iranien a réagi en libérant un leurre. Une signature artificielle, forte et nette, a fleuri au nord-ouest du groupe aéronaval, manifestement conçu pour attirer une escorte hors de sa position. Le commandant de la lutte anti-sous-marine n'a pas mordu à l'hameçon. Maintenir l'écran, classifier et ignorer le leurre. La formation américaine a tenu bon. Cette discipline faisait toute la différence entre survivre à une embuscade et s'y enfoncer davantage. À 3h40, la voix de l'amiral a résonné sur le circuit. « Autoriser la poursuite active ». Les mots étaient calmes. Leur signification ne l'était pas. À partir de cette seconde, la marine américaine ne se contentait plus de défendre le porte-avions. Elle traquait désormais les sous-marins qui avaient tenté de le prendre en chasse. Le Seahawk a viré vers le sud, sonar trempé toujours immergé. Le destroyer a orienté son étrave vers le contact. Le P-8 a élargi son champ de bouée, et quelque part sous le golfe d'Oman, un sous-marin iranien qui était entré dans cette nuit en prédateur entendait désormais l'océan se remplir de sonars américains. Ping, ping, ping. L'embuscade n'était pas terminée, mais les chasseurs n'en avaient plus le contrôle. La mer qui avait dissimulé les sous-marins iraniens se retournait maintenant contre eux. À 3h41, le golfe d'Oman n'était plus une simple étendue d'eau vide sur un écran. C'était devenu une grille. Chaque bouée, chaque hélicoptère, chaque antenne remorquée, chaque retour passif alimentait la même image tactique. L'USS Theodore Roosevelt restait au centre de ce dispositif, toujours en mouvement, toujours protégée, refusant obstinément d'offrir à l'embuscade la réaction qu'elle avait été conçue pour provoquer. Au-dessus de l'eau, le premier Seahawk maintenait un vol stationnaire bas au sud du groupe aéronaval, son sonar trempé suspendu sous les vagues. Le deuxième Seahawk avait déjà décollé du pont d'un destroyer, cabine faiblement éclairée, équipage entièrement absorbé par la traque. Bien plus haut, le P-8 Poséidon élargissait son champ de recherche, larguant des bouées sonars selon un schéma qui formait une boîte autour du contact sud. Sous la surface, le premier sous-marin iranien a commis son erreur. Il a accéléré. Pas beaucoup, juste assez pour que cela compte. Un sous-marin discret survit en restant lent, discipliné, en laissant la mer faire le travail de dissimulation. Mais sous la pression du sonar actif, avec un hélicoptère américain au-dessus de lui et un champ de bouée devant lui, l'équipage devait choisir entre rester silencieux et s'échapper de la boîte. Ils ont choisi le mouvement. Les équipes sonars l'ont entendu instantanément. Une rotation d'arbres plus forte, une tonalité de machinerie plus nette, un début de cavitation autour de l'hélice. Dans le centre d'information de combat du destroyer, le contact s'est précisé. Contact 1, vitesse en augmentation. Classification, confiance croissante. Le commandant de la lutte anti-sous-marine n'a pas souri. Il n'en avait pas besoin. Le sous-marin venait de leur livrer le premier fragment de son empreinte. Chaque sous-marin possède un son. Pas un son unique, mais un ensemble de petites habitudes mécaniques. Des pompes, des vannes, des moteurs, des roulements, la façon dont son hélice mord l'eau à certaines vitesses, la façon dont sa machinerie vibre à travers la coque. Pour la plupart des gens, ce n'est que du bruit. Pour une équipe sonar entraînée, c'est une identité. Le contact 1 n'était plus seulement un relèvement, il devenait un dossier. À 3h43, le contact 2 a tenté de brouiller l'image. Un leurre acoustique bruyant a fleuri au nord-ouest de la formation, soudain plus éclatant que tout le reste dans l'eau. Pour un opérateur non entraîné,
On aurait cru que le sous-marin venait de s'échapper à toute vitesse. Pour la marine américaine, cela ressemblait exactement à ce que c'était. Trop propre, trop bruyant, trop parfait. Une fausse cible. L'heure classifiée. Maintenir la piste sur le contact réel. Le destroyer ne l'a pas poursuivi. Le porte-avions ne s'est pas dirigé vers lui. L'écran de protection ne s'est pas entrouvert. Ce fut le moment où le plan iranien a commencé à perdre sa structure. Leur tactique reposait sur le mouvement. Attirer une escorte au loin, forcer une autre à couvrir la brèche. Obliger le porte-avions à ajuster sa route. Créer de la confusion. Créer un couloir de tir. Mais les Américains ont maintenu la formation intacte. Ils ont utilisé leur capteur plutôt que la panique. Le deuxième Seahawk a traversé la trajectoire projetée du Roosevelt et largué une nouvelle ligne de bouée entre le contact 2 et l'arc arrière du porte-avions. Les éclaboussements étaient minuscules, presque invisibles sous le ciel nocturne, mais l'effet a été immédiat. Le sous-marin disposait désormais de moins d'options silencieuses. Il pouvait plonger plus profond, ralentir ou devenir plus bruyant. Aucun de ces choix n'était bon. À 3h45, le contact 3 est réapparu, le sous-marin le plus profond, celui qui avait disparu sous la couche thermique. Le retour était faible d'abord, puis plus fort à mesure que le champ de bouée du P-8 captait des fragments de son mouvement. Il était plus à l'est qu'attendu, légèrement en avance sur la trajectoire du porte-avions. Cela confirmait ce que l'équipe anti-sous-marine soupçonnait depuis le début. Le contact 3 ne s'était pas caché pour échapper, il s'était caché pour attendre. Il était positionné comme la dernière pièce de l'embuscade, le sous-marin destiné à exploiter l'ouverture si les escortes venaient à être écartées. Mais il n'y avait désormais plus d'ouverture. L'anneau protecteur du Roosevelt avait tenu, et le bâtiment caché se retrouvait pris en étau, par-dessus, par derrière et des deux côtés. C'est alors que le sous-marin américain invisible est entré dans le jeu. Il ne s'est pas annoncé, il n'a rien transmis, il n'est jamais passé en actif pour que tout l'océan l'entende. Quelque part sous la formation, un sous-marin d'attaque américain qui filait dans le silence depuis le début a commencé à transmettre des données de suivi passif par canaux sécurisés. Pour les Iraniens, la mer derrière eux paraissait toujours sombre. Pour les Américains, le contact 3 avait soudain une ombre. La mise à jour est apparue sur l'écran du commandant de la lutte anti-sous-marine. Nouvelle corrélation passive. Contact 3 confirmé. Solution de filature en amélioration. Cela a tout changé. Le sous-marin iranien se croyait la lame cachée. En réalité, il était observé par derrière par quelque chose de plus silencieux, de plus rapide, et bien plus dangereux que tout ce qu'il avait anticipé. À 3h48, le premier signal d'avertissement a frappé l'eau. Pas une arme, pas une explosion. Une impulsion sonare active contrôlée, envoyée par le destroyer, chronométrée et dirigée, impossible à confondre pour tout équipage sous-marin entraîné. Elle disait une seule chose au commandant iranien. « Vous avez été repéré ». Le contact 1 a viré le premier. Un changement de relèvement lent vers le sud-ouest. Pas encore une retraite, pas officiellement, mais suffisant pour que le tracé américain montre une séparation nette avec la trajectoire du porte-avions. Le contact 2 a tenu encore une minute, puis a réduit sa vitesse et s'est écarté de l'arc arrière, tandis que son leurre continuait de hurler inutilement dans la mauvaise direction, pendant que le véritable sous-marin s'éloignait discrètement de la zone de pression. Seul le contact 3 est resté sur sa ligne. À 3h52, il a surgi vers l'avant. Pendant 10 secondes, toute l'image tactique s'est de nouveau resserrée. Contact 3, vitesse en augmentation. Nouveau cap coupant la trajectoire projetée du porte-avions. Le destroyer le plus proche du flanc tribord a changé de cap. Le Seahawk a viré au sud. Le P-8 a largué une bouée supplémentaire. Le sous-marin américain qui suivait le contact 3 a ajusté sa position en silence, maintenant sa filature. Dans le centre de direction de combat du Roosevelt, l'amiral regardait la distance diminuer. 18 000 nautiques, 17. L'autorisation d'ouvrir le feu restait verrouillée derrière la retenue,
mais chaque système du groupe aéronaval était prêt. Les destroyers tenaient le contact. Les hélicoptères avaient marqué la zone. Le P-8 avait refermé la boîte. Le sous-marin américain tenait la filature. Un mouvement agressif de plus de la part du bâtiment iranien et le golfe d'Oman cesserait d'être une confrontation tendue pour devenir une zone d'anéantissement. À 3h54, le contact 3 a changé de cap, lentement d'abord, puis nettement. Son étrave s'est détournée de la trajectoire du porte-avions et sa vitesse est retombée à un régime plus discret. La ligne sonar s'est infléchie vers le sud. Le vecteur de menace s'est brisé sur l'écran. Personne n'a exulté. Les équipes de veille ont continué de suivre. Les hélicoptères ont continué d'écouter. Les destroyers ont maintenu leur écran serré. Car en lutte anti-sous-marine, on ne célèbre pas tant que l'adversaire dispose encore d'air dans ses réservoirs et d'armes dans ses tubes. Mais la vérité était déjà claire. 3 sous-marins iraniens étaient entrés dans l'obscurité en tentant d'encercler un porte-avions américain. Désormais, tous 3 s'en éloignaient. Ils n'avaient pas été détruits. Ils n'avaient pas été autorisés à s'approcher suffisamment pour que cela compte. Ils avaient été repérés, classifiés, encerclés et forcés de comprendre la réalité que redoute le plus tout commandant de sous-marin. Ils n'étaient plus invisibles. À 4h06, l'USS Theodore Roosevelt maintenait toujours son cap. Voilà ce que les sous-marins iraniens n'avaient pas réussi à changer. Le porte-avions ne s'était pas arrêté. Il n'avait pas fait demi-tour. Il n'avait ni rompu sa formation, ni cédé aux eaux qui l'entouraient par crainte. Ses escortes restaient soudées. Ses hélicoptères demeuraient en vol. Et son centre d'information de combat gardait les yeux fixés sur une image tactique qui était passée du danger à la maîtrise. 3 sous-marins iraniens étaient entrés dans la nuit en cherchant à encercler un porte-avions américain. Désormais, tous 3 s'éloignaient. Pas rapidement, pas ouvertement, pas d'une façon qu'on aurait pu qualifier de fuite affolée, mais ils s'éloignaient. Le contact 1 a été le premier à rompre franchement l'engagement. Sa trajectoire s'est infléchie vers le sud-ouest, sa vitesse a diminué, sa profondeur a changé lentement, tandis qu'il tentait de se fondre à nouveau dans le bruit naturel du golfe d'Oman. Il avait été le plus offensif au début, celui qui avait tenté de mettre la pression sur l'approche bâbord du porte-avions. Désormais, sa signature mécanique avait été enregistrée, le rythme de son hélice capturé, son comportement d'évasion consigné. Pour l'équipage iranien, cela ressemblait peut-être à une survie. Pour la marine américaine, c'était une base de données. Le contact 2 a suivi quelques minutes plus tard, s'estompant vers les eaux profondes après l'échec de son leurre à détourner les destroyers américains de leur position. Cet échec avait son importance. Il révélait exactement comment l'équipage iranien s'attendait à voir réagir une formation américaine. Ils avaient compté sur le mouvement. Ils avaient compté sur une réaction excessive. Ils avaient compté sur une escorte poursuivant un bruit pendant qu'une autre laisserait une brèche s'ouvrir près de l'arrière du Roosevelt. Cette brèche ne s'est jamais ouverte. L'écran a tenu. Le porte-avions a continué d'avancer. Le contact 3 est resté le problème. Le bâtiment le plus profond, le plus patient, celui qui avait surgi vers la trajectoire projetée du porte-avions à 3h52 avant de virer au tout dernier moment. Même à présent, il ne s'est pas complètement retiré. Il dérivait vers le sud par petits incréments, restant discret, gardant sa profondeur, testant si les Américains allaient relâcher leur vigilance. Ils ne l'ont pas fait. Au-dessus de l'eau, le Seahawk maintenait son orbite, le souffle de son rotor découpant la surface en traînées argentées sous les premières lueurs grises de l'aube. Son sonar trempé restait prêt. Un deuxième Seahawk s'était déplacé plus à l'est, protégeant la trajectoire projetée du porte-avions. Bien plus haut, le P-8 Poséidon continuait de tourner en cercle, son champ de bouée déployé sur la mer comme une clôture invisible. Chaque bouée écoutait encore, chaque destroyer suivait encore, chaque officier de veille restait éveillé. Dans le centre de direction de combat du Theodore Roosevelt, l'amiral se tenait devant l'écran principal, observant le contact sud s'éloigner peu à peu de la trajectoire du porte-avions. Autour de lui, la salle travaillait sans effusion.
Les officiers radars surveillaient l'image aérienne. Les coordinateurs sonars mettaient à jour l'historique des contacts. Les spécialistes du renseignement notaient les horodatages. Les équipes de communication maintenaient le circuit propre. Il n'y a eu aucun discours de victoire, seulement de la procédure. C'est ainsi qu'un groupe aéronaval survit. À 4h12, le sous-marin d'attaque américain qui filait le contact 3 a envoyé une dernière corrélation passive. Le bâtiment iranien avait réduit sa vitesse et changé de relèvement plus au sud. Son vecteur de menace était brisé. Sa géométrie ne permettait plus aucune attaque. Son occasion avait disparu. L'amiral a donné un seul ordre: maintenir la piste jusqu'à confirmation de la séparation. La traque ne s'est pas achevée parce que l'ennemi s'était détourné. Elle s'est achevée uniquement lorsque l'ennemi n'a plus pu représenter de menace. Sur le pont d'envol, le Roosevelt a peu à peu retrouvé son rythme habituel. Les directeurs en chemise jaune remettaient les appareils en position. Les marins vérifiaient les arrimages. Les équipes d'armement reprenaient leur travail avec la même précision maîtrisée qu'elles avaient maintenue pendant toute la menace. Un chasseur Super Hornet attendait près de la catapulte, verrière fermée, pilote prêt, réacteur respirant sous les lumières du pont. Le lever du soleil approchait désormais. Les eaux noires du golfe d'Oman viraient au gris acier. Le sillage du porte-avions s'étirait derrière lui comme une longue cicatrice sur la mer. Vu de loin, cela aurait pu ressembler à un matin ordinaire en mer. Ce n'en était pas un. Pendant près d'une heure, 3 sous-marins avaient tenté de bâtir une zone de destruction autour d'un porte-avions américain. Ils avaient exploité l'obscurité, la profondeur, le silence, les couches thermiques, les leurres et la patience. Ils avaient testé la formation sous différents angles, tenté d'affairer les escortes hors de position et poussé un contact assez près pour forcer tout le groupe aéronaval à adopter une posture anti-sous-marine complète. Et pourtant, le Roosevelt n'avait pas été touché. Aucune torpille n'avait frappé sa coque. Aucune escorte n'avait été arrachée à l'écran. Aucune panique ne s'était propagée dans la formation. Aucun sous-marin iranien n'avait atteint la position dont il avait besoin. C'est là toute la différence entre une menace et un résultat. À 4h20, le premier rapport complet de contact a circulé sur le réseau sécurisé. Il listait les relèvements, les changements de vitesse, les estimations de profondeur, les indices de classe suspectés, le comportement des leurres et l'activité possible des tubes lance-torpilles. Le document paraissait sec, clinique, presque ennuyeux. Mais entre ces lignes se trouvait la véritable victoire. Les États-Unis avaient recueilli les empreintes acoustiques des 3 sous-marins. Comment ils se déplaçaient sous pression. Comment ils se dissimulaient sous la couche thermique. Comment ils déployaient leurs leurres. Comment ils avaient coordonné leur approche avant que la formation ne se resserre. À quelle vitesse ils s'étaient retirés une fois repérés par le sonar actif. L'Iran avait cherché à s'assurer un avantage tactique. Il avait, à la place, dévoilé son manuel de jeu sous-marin. C'est cette part de la guerre navale que la plupart des gens ne voient jamais. Le tir de missile attire l'attention. L'explosion fait les gros titres. Mais c'est la collecte silencieuse du comportement ennemi qui façonne le combat suivant avant même qu'il ne commence. Chaque son enregistré ce matin-là serait étudié, catalogué, comparé, archivé. La prochaine fois qu'une signature semblable apparaîtrait sous l'eau, la marine américaine la reconnaîtrait plus vite, peut-être de quelques minutes, peut-être de quelques secondes. Et dans ce genre d'affrontement, les secondes décident de tout. À 4h31, le contact 1 s'était éloigné au-delà de la zone de menace immédiate. Le contact 2 s'estompait vers le nord-ouest sous surveillance passive. Le contact 3 restait suivi, toujours observé, toujours contenu à distance par le sous-marin américain qui ne s'était jamais révélé aux Iraniens. La formation du Roosevelt s'est légèrement détendue, non pas relâchée, simplement réajustée. Le porte-avions restait prêt à lancer des appareils. Les destroyers gardaient leur posture anti-sous-marine. Les hélicoptères poursuivaient leur rotation. Le P-8 maintint son schéma jusqu'à l'ordre de quitter la zone. Le message était simple et sans équivoque. Vous pouvez approcher, vous pouvez tester, vous pouvez vous cacher sous la surface,
Mais vous ne pouvez pas présumer que la marine américaine est aveugle. À 4h45, le soleil s'est levé, net, sur l'horizon. La lumière s'est répandue sur le pont d'envol, éclairant les ailes repliées des Super Hornets, l'acier humide des catapultes, et les visages des marins qui venaient de passer une heure entière au cœur d'un affrontement que la plus grande partie du monde n'entendrait jamais parler. Le Theodore Roosevelt continuait d'avancer. C'était là toute la réponse. Pas un discours venu de Washington, pas un avertissement tiré vers la mer, pas une déclaration publique de victoire, simplement un porte-avions américain de 100 000 tonnes traversant des eaux contestées après que 3 sous-marins hostiles avaient tenté de l'arrêter et avaient échoué. Les sous-marins iraniens étaient venus chercher une embuscade. Ce qu'ils ont trouvé, c'est un groupe aéronaval qui les attendait déjà dans l'obscurité. Et quand le soleil s'est levé sur le golfe d'Oman, la marine américaine était toujours là, stable, silencieuse, maîtresse de la situation. On peut se demander ce que ressentaient, cette nuit-là, les jeunes marins postés devant leurs écrans sonars, sachant qu'une seule erreur d'appréciation pouvait tout faire basculer. Et combien d'entre nous, placés devant ce même silence chargé de menaces, auraient gardé ce sang-froid plutôt que de céder à la panique? Entre la tentation de foncer sur l'ennemi pour en finir vite et la discipline froide de tenir la ligne sans bouger, la vraie question reste ouverte, et chacun, sans doute, y répondrait différemment selon ce qu'il aurait à protéger cette nuit-là.